Le deuxième sommet Chine numérique, organisé du 6 au 8 mai dans la province du Fujian, offre un aperçu sur les dernières tendances des technologies numériques qui sont rapidement adoptées par les départements du gouvernement chinois et les entreprises du pays. L'économie numérique est sans doute le domaine clé de la transformation de notre monde dans l'économie, la défense, la santé ou la vie au quotidien. Elle occupe déjà une place croissante, mais qui soulève en même temps des défis. Pour en parler sur plateau avec moi aujourd'hui, Monsieur Ding Yifan, économiste et chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour Monsieur Ding, merci Bonjour. d'être avec nous. Et on revient avec vous juste après quelques reportages. La Chine continue de se renforcer en matière de cyberespace. C'est ce que ressort du deuxième sommet Chine numérique. Les détails en images. L'événement est soutenu par 3 agences gouvernementales, la CAC, l'administration du cyberespace, le CNDR, le planificateur économique et le ministère des Industries et de l'Informatique. Le sommet est conçu pour être une plateforme afin de publier les politiques en matière de haute technologie et de cyberespace et de promouvoir la coopération internationale. La Chine est le plus grand marché pour le e-commerce dans le monde. L'administration du cyberespace a déclaré que la taille de l'économie digitale de la nation avait atteint 31 000 milliards de yuan. C'est un tiers du PIB du pays. Les chiffres du McKinsey Global Institute montrent que le marché chinois enregistre plus de 40% des transactions mondiales. Le pays est également devenu une force majeure dans les paiements mobiles dont la valeur transactionnelle est 11 fois supérieure à celle des États-Unis. En termes d'infrastructures Internet, la longueur totale des câbles optiques a atteint près de 44 millions de kilomètres. L'analyse montre que la globalisation digitale de la Chine ne fait que commencer et qu'elle s'accélère. Dans le cadre du festival Croisement, une conférence sino-française ayant pour thème l'économie numérique globale, un monde multipolaire, s'est tenue le 7 mai à Beijing. Explication en images. Après la conférence mondiale sur l'Internet à Wujian et la conférence mondiale de l'intelligence artificielle à Shanghai, le sommet Chine numérique est devenu un autre événement phare de l'économie numérique en Chine. Et du 6 au 8 mai, tout le monde n'a eu que le mot numérique à la bouche. Non seulement à Fuzhou s'est tenu le sommet, mais aussi à Beijing où l'attention des Chinois et des Français était portée sur l'économie numérique. Le 7 mai, un dialogue sino-français a eu lieu à l'Institut français à Beijing. Les Chinois et les Français s'y sont réunis et leurs discussions se sont inspirées de ce sujet. Alors, je m'intéresse depuis plusieurs années à l'économie numérique en Chine. Je suis très impressionné, comme beaucoup de gens dans le monde entier, par la croissance des grandes entreprises chinoises et la relation de partenariat et de soutien mutuel qui existe entre les grandes entreprises numériques chinoises et les pouvoirs publics en Chine. Je pense qu'un sommet Chine numérique, c'est une bonne opportunité de célébrer cette réussite, mais aussi d'éclairer les défis qui restent à relever pour le futur. Les dernières tendances en matière de technologie numérique sont présentées au sommet Chine numérique. Vous pouvez y découvrir des véhicules autonomes, des systèmes de contrôle de sécurité par reconnaissance faciale, ainsi que le réseau 5G. Il est certain que ces technologies changeront profondément le mode de vie des Chinois. Elles font déjà aujourd'hui l'objet d'admiration de beaucoup d'autres pays. La vulgarisation des smartphones est marquée par la hausse du nombre d'applications, notamment des populaires plateformes comme WeChat, Weibo et Alipay. Mais d'un point de vue professionnel, ce qui me tient à cœur est ce qui se trouve derrière. En fait, ce qui se cache derrière est l'infrastructure de transmission de l'information à grande vitesse. En Chine, la construction des infrastructures ne se limite pas uniquement à la construction d'aéroports, d'autoroutes, de ponts. Il y a une autre infrastructure de grande importance, il s'agit de notre réseau Internet. Nous avons une expression en Chine, si vous voulez devenir riche, réparez les routes. Néanmoins, aujourd'hui, il n'est plus suffisant de parler de réparation physique, nous devons penser à restaurer les canaux de transmission de l'information à grande vitesse. La Chine comme la France, toutes deux sont en pleine transformation numérique et conscientes de l'enjeu stratégique de la valorisation de la créativité de chaque individu. Dans ce contexte, de plus en plus de possibilités de coopération sont envisagées par les deux pays. Je pense que le dynamisme et la créativité chinois, ainsi que les plus de 700 millions d'internautes dans le pays, constituent un attrait considérable pour la France. Quant à la France, en termes de nombreux avantages qu'offrent la culture et l'art, par exemple les châteaux, les palais et les musées français, peuvent être apportés en Chine par le biais d'Internet, permettant ainsi à davantage de gens ordinaires de découvrir cette culture, en particulier les enfants.
Après l'implémentation de la 5G, la réalité virtuelle et l'enseignement par immersion deviendront une réalité. Il y a différents chantiers de coopération qui sont en cours, mais pour moi, la rupture que représente l'émergence de la Chine numérique, c'est la révélation qu'il y a une autre manière de faire grandir des entreprises numériques que la Silicon Valley, que la façon dont les Américains ont procédé. Et pour nous, Européens, c'est une ouverture extraordinaire parce que pendant très longtemps, pendant 20 ans, les Européens ont essayé d'imiter les Américains, de faire comme on fait dans la Silicon Valley. Et ça n'a jamais marché. On n'a jamais réussi à faire aussi bien en appliquant les recettes des Américains. Alors que la Chine révèle qu'il y a une autre recette, qui est la recette chinoise, pour faire grandir des grandes entreprises numériques, nous, Européens, ça ouvre le champ, ça ouvre l'horizon. En fait, ça nous permet de nous inspirer plus seulement des Américains, mais aussi des Chinois. La conférence sino-française n'était pas simplement un éloge à l'économie numérique. La face cachée du numérique a également fait l'objet de discussions. C'est pourquoi, afin de mieux relever les défis apportés par le numérique, la France souhaite se joindre à la Chine. Monsieur Ding, lorsqu'on entend le terme d'économie numérique, on entend le mariage de deux domaines, l'économie et la technologie. Donc vous êtes économiste, donc vous êtes spécialiste là-dessus. Comment définir l'économie numérique? Qu'est-ce qu'elle représente? En fait, l'économie numérique veut dire tout simplement que la technologie numérique a été appliquée à tous les secteurs de l'économie. Une fois la technologie numérique est appliquée dans un domaine de l'économie, ça relève la productivité et ça facilite le lien entre le marché, et donc la consommation, et les producteurs. Donc ça rend la forme de consommation et la forme de production complètement différente. C'est un support de technologie. C'est un instrument technologique qui permet aux producteurs, consommateurs, aux distributeurs de relever leur productivité et de varier leur choix de consommation. Donc, tout au début, on parle seulement de l'économie et quelques années après, on parle de l'économie électronique et maintenant, on parle carrément de l'économie numérique. Quelle est la différence? En fait, oui, il y a une différence. Quand on parle de l'économie numérique, ça veut dire qu'il y a à la fois la technologie numérique appliquée par exemple à l'industrie. Donc il y a le logiciel industriel qui est appliqué à la production industrielle, qui rend la production plus précise, etc., etc. Mais il n'y a pas ça. Il y a aussi la technologie de l'Internet qui est impliquée à cela, qui permet de contrôler à distance une production industrielle, etc. Donc dans l'économie numérique, il y a pas seulement une technologie, il y a une combinaison de différentes technologies. À la fois, on appelle ça tous la technologie numérique. En fait, ça implique l'utilisation de beaucoup de technologies dans beaucoup de domaines, une combinaison de tous ces facteurs ensemble. Donc aujourd'hui, la notion de l'économie numérique, c'est en fait un plus grand groupe, une combinaison de toutes les économies liées à la haute technologie. Oui, on appelle ça la numérisation des secteurs de production ou la numérisation des secteurs de services. D'accord. Et d'après les chiffres publiés lors de l'actuel sommet Chine numérique, l'économie numérique de la Chine a dépassé les 31 milliards de yuans, soit plus d'un tiers de PIB du pays. Oui. Pour parvenir à un tel résultat, quels sont les atouts de la Chine? Comme on dit, Rome n'est pas fait en un seul jour. Donc le développement de l'économie numérique en Chine a pris du temps. Les entreprises chinoises commencent à investir dans le développement des technologies numériques depuis une dizaine d'années. Déjà, ça a commencé depuis une dizaine d'années. Et de plus en plus, ça porte des fruits pour la production, pour la distribution, pour la forme commerciale, etc., etc. Donc, c'est une combinaison des différents secteurs de l'économie, par exemple. Du coup, l'industrie, par exemple, le secteur manufacturier, utilise depuis longtemps la technologie numérique.
une combinaison de robots industriels, de logiciels industriels, de la technologie de l'Internet, etc., ensemble. Mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi la distribution. La distribution a été utilisée dans ce schéma plus ou moins de business, de new business. Donc c'est une nouvelle mode de commercialisation des produits, etc., etc. Et surtout en Chine, l'économie numérique est représentée, principalement par le développement de nouvelles formes commerciales, par des sociétés d'Internet qui ont développé une nouvelle forme du commerce électronique, etc., qui sont liées à ce qu'on appelle l'économie numérique. Et donc tout cela, ça implique une plus étroite coopération entre les différents secteurs de l'économie. Autrefois, donc, un producteur, il doit chercher un distributeur pour essayer de mettre son produit dans le réseau de redistribution. Et aujourd'hui, il y a une interaction entre le distributeur, donc qui est souvent un marchand électronique, donc un magasin électronique, etc., plus la production. Donc la production est devenue plus spécialisée, plus individualisée, etc., etc. Beaucoup de produits ont été conçus et produits selon les coûts, les recommandations de consommateurs individuellement. Donc ça, c'est un processus interactif qui est apparu en Chine. Pour parvenir à une parfaite économie numérique, il faut créer une plateforme pour que tous les secteurs puissent se coopérer ensemble. Donc il faut un peu plus de transparence dans la production, dans la redistribution, et ça réduit sensiblement les coûts de production et les coûts de la redistribution. Et donc, on a bien compris, une révolution numérique est en marche sur le sol de la Chine. Et selon vous, l'économie numérique est-elle le nouveau moteur de l'économie nationale? Bien sûr, c'est un nouveau moteur, mais ça ne peut pas remplacer les secteurs traditionnels. C'est une révolution, en ce sens que ça permet à tous les secteurs de l'économie d'améliorer leur productivité, d'améliorer leur performance. Parce que avec la numérisation des outils de production, etc., on a économisé beaucoup de matières premières, par exemple. Parce qu'il n'y a plus de répétition, il y a moins de produits défectueux, etc., etc., parce que tout le processus de contrôle est sous surveillance, d'un bout à l'autre, de la production, de la chaîne, etc. Il y a ça, donc il n'y a plus tellement de possibilités de production défectueuse. Donc ça fait des économies de matières premières, ça élève l'efficacité de production, ça rend les produits plus standardisés et plus conformes aux critères de consommateurs, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais pour la redistribution, c'est ça qui est quelque chose de très important. Ça crée tout à fait une nouvelle mode de consommation. Par exemple, avec la numérisation de restauration, par exemple. Il y a maintenant des restaurants qui fonctionnent sur l'Internet. Donc, il va vous envoyer des repas à domicile. Et du coup, ça crée des emplois dans le domaine des porteurs. Il faut beaucoup de porteurs pour porter du repas à domicile. Et ça crée aussi une nouvelle mode de restauration, parce que ce sont des restaurants. Mode de restauration, mode de consommation, mode de production. Et depuis des années, la Chine essaie de renforcer l'économie réelle. Donc, quel est le rôle de l'économie numérique dans l'économie réelle? Comme je vous ai expliqué, tout cela est gravé sur l'économie réelle. La technologie numérique n'est pas faite pour remplacer les secteurs traditionnels. Pour favoriser. Ce n'est qu'un instrument pour performer
la productivité, l'efficacité de ce secteur, comme dans le service, par exemple, les magasins, etc., les supermarchés, etc., avec la numérisation, eh bien, les choix sont plus variés. Donc, vous avez le choix de choisir d'abord sur Internet les produits que vous voulez, et les produits sont parfois délivrés à domicile par les supermarchés. Mais si vous voulez aller au supermarché, si vous voulez aller fréquenter les magasins, vous pouvez faire ça aussi. Donc, il y a une interaction, ce qu'on appelle en ligne et hors ligne. C'est-à-dire que les consommateurs ont plus de choix. Ils ont le choix de faire du shopping virtuel, donc sur l'Internet, sur un écran, sur l'écran de son portable, etc. Mais quand il voit quelque chose d'intéressant, etc., il aura le plaisir d'aller aussi chercher ça à un magasin ouvert. Donc, il y a une interaction dans tous ces domaines-là. Ce n'est que je ne parle que de ce service de vente, par exemple. En fait, ça offre un meilleur moyen pour développer l'économie réelle. Oui. Et en ce qui concerne l'emploi, car on a l'impression, avec toutes ces hautes technologies, l'intelligence artificielle, etc., ça va remplacer beaucoup de postes. Donc, quel est votre avis sur son rôle En pour fait, l'emploi? ça supprime à la fois un certain nombre d'emplois, mais ça crée d'autres emplois aussi. Parce que, bien sûr, pour développer la technologie de l'intelligence artificielle, pour développer le problème de tout ça, il faut des ingénieurs. Il faut que des ingénieurs travaillent sur le logiciel pour faire fonctionner tout cela. Et donc, il y a de plus en plus d'ingénieurs nécessaires pour développer les technologies liées à la numérisation de technologies. Il y a ça. En même temps, ça rend le travail plus facile à contrôler, à manier, etc. Ça rend le résultat du travail plus performant. Plus précis, plus économe, plus efficace, etc. etc. Donc, ça rentre dans un autre domaine. Mais là-dessus aussi, souvent, avec l'apparition de la nouvelle technologie, ça peut créer une espèce de panique parmi la population. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie apparue sur le marché, ça provoque une panique. Les gens disent que, oh oui, mais même la mécanisation ou l'automatisation de production avait créé un tel bruit. Et donc finalement, lorsque tout est arrivé, on a trouvé que finalement, la nouvelle technologie ne fait que faciliter le travail, ne fait que enrichir notre mode de production, etc., etc. Mais je pense que là-dessus aussi, la numérisation de production, de l'économie, rend la vie plus diversifiée, rend la vie plus facile, rend le travail plus facile, etc., etc. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et par essence, l'économie numérique est favorable au marché et à la productivité, comme vous avez expliqué. Mais cependant, en cas de mal gérée, elle peut entraîner d'importants déséquilibres économiques susceptibles d'alimenter des instabilités économiques et politiques. Comment évaluez-vous ce risque? Je pense que là-dessus, c'est d'abord la peur. Il faudrait expliquer à quoi consiste la nouvelle technologie numérique. En quoi la technologie numérique peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de biens, etc., etc. D'abord, il y a un problème d'éducation de la masse. Ça, c'est quelque chose d'important. En plus, il faut faire en sorte que la technologie numérique bénéficie à la plus large partie de la population. En Chine, faisons par exemple, nous avons développé la technologie numérique partout dans le pays, à l'échelle nationale et même aux échelons les moins élevés de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire à la campagne, aux paysans, etc. Dans les villages en Chine, nous avons créé aussi des salles numériques ou des salles Internet, électroniques, etc. etc. L'État a investi
pour faciliter l'accès des paysans à l'Internet, à la technologie numérique, etc. etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au fin fond de Chine, dans les montagnes, etc., les paysans arrivent à vendre leurs produits sur le marché américain par l'Internet. C'est le succès de l'économie numérique en Chine. Donc tout cela favorise, en fait, avec le développement de la technologie numérique, on a observé une espèce de rapprochement des différences entre la ville et la campagne, entre les différents groupes sociaux en Chine. Donc c'est plutôt un instrument de l'égalité sociale, d'une certaine manière. Et en Chine, en ce moment, on parle beaucoup de e-gouvernement. Apparemment, l'économie numérique aide dans la gestion du gouvernemental aussi. De quoi s'agit-il, le e-gouvernement? E-gouvernement, ça veut dire que le gouvernement est devenu de plus en plus transparent. D'abord, les administrations, les processus administratifs sont devenus transparents et sur l'Internet. Autrefois, si vous voulez créer une entreprise, il faut une approbation de toutes les institutions concernées. Donc vous devez passer par des bureaux divers, etc. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, etc., etc. Tandis qu'aujourd'hui, tout cela peut se faire sur l'Internet. Sur le website, sur la page du gouvernement, bon, c'est indiqué, il suffit d'enregistrer sur Internet et d'attendre l'approbation, etc. Eh bien, une fois rempli, toutes les démarches faites, eh bien, vous allez à la salle de l'administration et c'est réglé en une seule fois. Tout ça, et en plus, sur la page, sur la website du gouvernement, il y a toujours des boîtes aux lettres, des boîtes de lettres électroniques, etc. Les citoyens peuvent porter plainte quand il y a quand ils se sentent un peu d'injustice dans ce domaine ou dans quel domaine. On peut porter plainte auprès du gouvernement local par ces boîtes de lettres électroniques. Merci. Et généralement, le gouvernement est obligé de répondre dans un délai d'une semaine. Donc ça rend tout plus efficace. Oui. Et merci Monsieur Dion pour vos éclaircissements. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je rappelle que les informations continuent sur les internets et nos réseaux sociaux. À très bientôt sur CGT en français.